Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Guérin. Salut Romain. Comment ça va? La forme? Écoute, ça va. Sous la pluie niçoise, c'est rare. Ouais, moi c'est la même chose. Sous la pluie à Montpellier, c'est rare aussi. Est-ce que pour démarrer ce podcast, tu pourrais te présenter, parler un peu de ton cursus universitaire, les différents diplômes que tu as eus et dans quoi tu travailles actuellement? Ok. Déjà, je te remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. J'ai vu que tu avais reçu des super entraîneurs, donc je suis assez honoré de faire partie de ta liste d'invités. Me présenter, moi j'ai 35 ans, je suis papa de petits garçons, je suis préparateur physique, plus un petit peu formateur, un petit peu d'autres casquettes, mais ça toujours tourne autour de l'entraînement. Et mon parcours, j'ai un master 2 en sciences de l'entraînement que j'ai fait à l'université de Montpellier, que j'ai terminé à l'université de Montpellier. Voilà pour le background au niveau des études. Et tu as fait ta licence dans une autre ville et juste le master à Montpellier? Ouais, j'ai commencé même mon DUG à Gap, qui était une antenne de l'université de Marseille, parce que moi j'ai passionné de ski aussi. Donc j'ai fait 2 ans à Gap et après j'ai fait ma licence à Marseille et pour terminer le master sur Montpellier après. Ok, et donc maintenant tu travailles dans le rugby. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment tu travailles, dans quel club? Voilà, il y en a peut-être qui le savent déjà, mais voilà. Et dans les grandes lignes, comment s'organise ton métier de préparateur physique? Alors aujourd'hui, je travaille au Stade Niçois Rugby, donc en troisième division. On a la chance au rugby d'avoir 3 divisions quasiment. Alors, elles ne portent pas l'appellation professionnelle, la nôtre, mais nos joueurs, c'est leur métier. Ils ne sont pas plus réactifs, ils font que ça. Et nous, entraîneurs, on a la chance de faire que ça aussi. Donc voilà, elle n'a pas la qualification professionnelle, mais dans les faits, ça l'est. Et puis mon travail, ça consiste à accompagner les joueurs sur tout l'aspect physique. Donc eux, ils ont des entraîneurs sur l'aspect tactique, stratégique, technique. Et puis ils ont des entraîneurs, donc qu'on appelle des préparateurs physiques, sur tout ce qui va être développement pour les aider dans leur développement vraiment purement physique en relation avec leur sport, avec le rugby. Donc ça, c'est mon travail. T'as combien de joueurs sous ton aile? Une quarantaine de joueurs, plus quelques joueurs du centre de formation qui nous accompagnent en plus, et qui eux sont suivis par contre par un autre préparateur physique encore à côté qui leur est totalement dédié. Ok, et sinon t'es tout seul à gérer la préparation physique ou alors t'as des stagiaires ou des collègues? Non, on est deux. Je travaille avec Victor Macaire qui est avec moi. On est deux à s'occuper de l'équipe première, et c'est déjà beaucoup de travail. Et plus tu montes dans les étages, plus on va avoir des staffs qui sont étoffés avec encore plus de personnes. Et on peut avoir des staffs jusqu'à 5-6 personnes dans la cellule, ce qu'on va appeler la cellule préparation physique. D'accord. Pour individualiser, c'est pas trop compliqué. Vous arrivez un petit peu quand même à gérer cette notion d'individualisation qui est quand même assez importante en prépa physique. Alors, tu me lances de suite sur des sujets qui, moi, c'est un mensonge. C'est l'argument vente. Bonjour, je te vends un programme individuel. Ok, moi, mon programme, il correspond pour 80% des joueurs, il est très proche.
voilà, désolé, je casse le mythe. Et même si j'avais plus de monde, je ne ferais pas plus individuel parce que pour un milliard de raisons. Déjà, quand vous coachez 20 personnes en même temps, si vous avez 20 programmes différents, bah, ça ne fonctionne pas dans une salle, même si vous êtes très bien équipé. Ensuite, ça veut dire qu'il faudrait presque un coach par athlète pour amener vraiment cette expérience de coaching, d'animation, ce qui est, bon, même aux US, je ne pense pas qu'on ait ces ratios-là. Et puis après, je ne suis pas le seul à le dire, vous avez des gars comme Mike Boll qui expliquent qu'une base athlétique, elle est la même, elle est proche. Pour les sports courus, il y a des dominantes qui vont être les mêmes, peu importe le sport couru. Pour les sports de lutte, on va retrouver des dominantes qui vont être la même chose. Bon, bah, nous, on est un sport de course, de combat, de collision. Donc, il y a des aspects qui vont être vraiment très communs à nos joueurs. Après, bien sûr qu'on va avoir de la spécificité, on va avoir de l'individualisation en termes on va dire, de performance. C'est-à-dire que si toi, tu es très fort, tu ne vas pas t'entraîner comme celui qui est moins fort, bien sûr. Mais de là à parler d'ultra-individualisation, de programmes ultra spécifiques, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ma manière de voir. Et je pense que c'est pas ce qui se fait dans la plupart des cas. Donc ça, c'est un peu le truc qu'on vend ultra individuel. Non. Et en plus, quand tu essayes de le faire, le retour que j'ai eu, moi, les années où j'ai le plus individualisé, euh, on perdait cette âme, on perdait cette animation de coaching. Et si tu veux, on se retrouvait même avec des joueurs qui se regroupaient, alors qu'ils n'avaient pas le même programme, mais ils se regroupaient pour s'entraîner ensemble et se challenger. Donc voilà. Bon, j'ai un peu digressé, pardon, mais là, c'est le truc de l'individualisation. Désolé, je suis parti un peu. Non, mais c'est bien que tu en parles parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup je vais te faire un programme personnalisé, etc. Mais c'est vrai que la réalité du terrain, quand on a beaucoup de joueurs, bah, c'est presque impossible à mettre en place. Et il y a d'autres aspects, comme tu viens de le mettre en avant, cette dynamique de groupe, ce challenger entre sportifs qui est, je pense, intéressante. Et même d'un point de vue performance, ça les aide à se surpasser. Une vraie base. Quand tu fais un sport collectif, je pense, hein, je prétends pas avoir la vérité, mais je pense que tu as besoin d'avoir cet entraînement en commun. Alors bien sûr que si je suis pas dogmatique. Bien sûr que plus on est, plus on veut individualiser dans le sens où tu peux apporter les petites modifications, tu pourrais faire des trucs de fou, genre voilà, les gars qui sont pas du matin, plutôt les entraîner le soir, les mecs à l'inverse qui sont du matin, les entraîner à des horaires différents. Ça serait une vraie forme d'individualisation. Ce serait vraiment super. Euh, mais, euh, mais après, en plus, dans notre sport, en rugby, si tu veux, sur le terrain, à part les phases statiques, où là, il y a une vraie spécificité, et là, on apporte vraiment beaucoup d'attention à cette spécificité. Mais après, dans le jeu, tu peux te retrouver à changer de position et à tout le monde effectuer grossièrement les mêmes tâches. Donc, il faut avoir cette capacité voilà, à être interchangeable. Et donc, l'entraînement, il englobe une partie qui est quand même assez commune. Je dirais que 80%, peut-être pas 80%, mais 70%, 60-70% de l'entraînement, il a la même base pour quasiment tout le monde. Ouais, et je pense que ça peut être intéressant de définir quand même qu'est-ce qu'on entend par individualiser, parce que là on parle d'individualisation, mais tu as parlé des horaires d'entraînement, on peut parler des exercices, de la charge, tout ça. Comment tu définirais, toi, l'individualisation? Je pense qu'elle est toujours dépendante. Si tu veux, c'est une pyramide. Euh, bon, la base, c'est que tu individualises en fonction des performances. Et ça, c'est pas de l'individualisation. Si tu fais pas ça, tu es juste un mauvais coach. Euh, C'est-à-dire que si on parle je vais dire une bêtise, que tu parles de course, il te faut une mesure d'intensité pour pouvoir individualiser. Donc, tu peux utiliser la VMA, tu peux utiliser la fréquence cardiaque. Et ça, chaque personne est définie par un résultat à un test. Et toi, tu vas individualiser tes contenus en fonction de ce test. En musculation, ça va être ton ARM, ça peut être tes watts, ça peut être peu importe. Mais ça, c'est pas de l'individualisation. Ça s'appelle juste faire notre travail. Euh, donc, ça, c'est le premier palier. Ensuite, tu vas individualiser par rapport aux besoins des athlètes. Et ça, par rapport à leur sport. Pareil, c'est ta base. Une fois que tu as fait ça, tu réponds à 80% des cas. Et après, on peut aller plus loin. Tu peux aller plus loin en termes de préférence motrice. Je fais une bêtise. J'aime pas ce type d'exercice. Coach, ça ne me va pas, j'ai pas un bon ressenti. Ok, je suis capable d'amener une variation sur ça. J'aime pas cet horaire. Je suis capable de m'entraîner à un autre moment. Et après, la vraie individualisation, elle est
dans les contenus, tout le monde le fait parce qu'au bout d'un moment, c'est simple. Elle est d'être capable de t'adapter à l'état de forme du jour. Et ça commence à être plus poussé. C'est-à-dire être capable de t'adapter, de changer ton contenu de séance en fonction de l'athlète et de la ouais, vraiment de l'état dans lequel il est aujourd'hui, de sa capacité à performer, on va dire. Et ça, c'est le dernier niveau de la pyramide et c'est le plus important. C'est celui qui demande le plus de temps, le plus d'expérience. C'est celui qui entremêle et la science et un petit peu cet artisanat qu'on a dans notre métier, ce ressenti. Donc voilà, c'est vraiment une pyramide et je pense qu'il ne faut pas sauter les étapes. C'est-à-dire que individualiser avec la base, qui est l'obligation, et puis au fur et à mesure de nos ressources en termes de temps et de personnes, monter les niveaux sur l'individualisation. Et tu peux pousser à l'extrême. Il peut y avoir, mais on peut parler de neurotype, on peut parler de typologie musculaire, mais ça, voilà, ça doit aller vraiment se construire au fur et à mesure. Donc finalement, quand tous les préparateurs physiques qui ont plein de joueurs en charge et qui disent que c'est impossible d'individualiser, finalement, on peut toujours individualiser pardon, à notre échelle du moment où on va gérer, comme tu l'as dit, une variante d'exercice ou une charge ou ce genre de paramètres. On est déjà en train d'individualiser, c'est juste l'individualisation très pointue, comme tu l'as dit, le haut de la pyramide, qui est plus compliqué, mais qui n'est pas un indispensable finalement. Bah, tu dois respecter des bases et puis, souvent, en fait, individualisation, on l'entend d'en faire des choses différentes, mais comme je t'ai dit, tu peux individualiser. Je t'ai donné plein de manières d'individualiser en faisant sensiblement le même programme. Tu peux écrire la même ossature et pour tout le monde. Et à l'intérieur, vu que tu vas, comment dire, tu vas adapter tes intensités en fonction de l'intensité de base, des tests de base de tes joueurs. Tu vas varier un peu les mouvements en fonction de leurs préférences. Mais mais voilà, et après, tu auras quand même une base qui va être commune. Le plus intéressant, vraiment, c'est d'avoir cette adaptation par rapport à l'état de forme. Mais c'est plus difficile aussi. Donc Mais finalement, toi, comment tu fonctionnes? Tu as quasiment la même séance à 80% à peu près, tu disais, et t'individualises en fonction des préférences sur certains mouvements, la charge que tu vas mettre sur un exercice, etc. alors, la base, comme je t'ai dit, mais ça, sinon, ça s'appelle mal faire son travail, c'est on individualise par rapport au test. Donc, mes joueurs, moi, je fonctionne avec, si on est en salle, je fonctionne avec les pourcentages de RM. Donc, chaque gros lift est individualisé en fonction du pourcentage de RM, en fonction du RM, pardon, des tests des joueurs. Ça, c'est le premier étage. Ensuite, on répond à la problématique du poste. Forcément, c'est ce que je te parlais, j'ai quand même des spécificités. Donc, que tu joues devant dans une mêlée ou en arrière, on a deux programmes différents, deuxième niveau. À l'intérieur de ces deux programmes différents avant-arrière, je vais répondre à des problématiques. Est-ce que tu as besoin de prendre du poids? Est-ce que tu as besoin de perdre du poids? Est-ce que tu as besoin de gagner de la masse musculaire? Est-ce que tu as besoin de gagner de la force? Est-ce que tu as besoin de gagner de la vitesse? Ça me fait une arborescence derrière qui établit un squelette de base. Et ce squelette de base, après, je le peaufine avec tout ce qui va être dépendant de... Ça, c'est non dépendant du joueur, c'est-à-dire que tu pourrais l'appliquer d'une saison à une autre. Alors forcément, tu répartis tes joueurs à l'intérieur. Mais c'est non dépendant de l'individu. Et après, une fois que tu as cette ossature-là, là, par contre, tu t'adaptes vraiment à l'individu. Donc, voilà, j'ai telle préférence sur tel mouvement. Bon, bah, vu que j'ai l'ossature, c'est pas compliqué. Je vais juste changer le mouvement, on va le varier. Et tu t'adaptes à l'état de forme. Tu essayes de t'adapter, de répondre correctement à l'état de forme et à la capacité de performer. Et là, c'est un petit peu plus complexe. Ok, donc c'est vrai que l'individualisation, c'est vraiment quelque chose de complexe. Là, on vient de rentrer un peu plus dans les détails. J'aimerais aborder un thème là, que je veux aborder pour le podcast, qui est, bon, du coup, on a fini l'individualisation, on passe à un autre thème, qui est l'hypertrophie musculaire. Donc, en préparation physique, qu'on va évidemment différencier de l'hypertrophie musculaire dans une optique de bodybuilding ou de culturisme. Selon toi, pourquoi c'est intéressant de faire de l'hypertrophie musculaire chez les sportifs en préparation physique? Alors,
C'est intéressant pour plein de raisons. Après, il faut toujours remettre dans le contexte d'un sport. Moi, je peux parler de mon sport parce que c'est celui que je connais un petit peu. Euh, Nous, on fait un sport de collision. C'est-à-dire qu'on a deux objets qui vont se rentrer dedans à une certaine vitesse. Quand tu fais un sport de collision, à vitesse identique, l'objet le plus lourd, il remporte la collision. C'est-à-dire que si on simplifie extrêmement la collision, c'est ça. Si on arrive tous les deux à 10 km/h et j'ai 100 kg et j'ai 80 kg, on enlève tout ce qui est question de déformation, toutes les questions de rigidité de l'objet, de perte de force, tout ça. On fait quelque chose de simple. Celui qui fait 100 kg va gagner la collision sur celui qui fait 80 kg. Moi, mon objectif, il est que mes joueurs gagnent la collision. Donc, l'objectif, il est d'avoir les joueurs les plus lourds possibles. Donc, c'est la notion de momentum. Donc, ça, c'est une première raison pour laquelle tu as besoin d'hypertrophie. Parce que plus lourd, si on peut avoir de la masse, on va dire, utile, de la masse maigre, de la masse musculaire, c'est quand même plus intéressant que d'avoir de la masse grasse qui, elle, va nous handicaper. Première raison, gagner les collisions. Deuxième raison, il y a une notion de protection. C'est-à-dire que c'est quand même mieux si, quand ta zone de collision préférentielle, c'est l'épaule, si elle est un peu rembourrée, grossièrement, et si j'ai développé plus de masse musculaire, il y a quand même des chances que, si tu veux, les muscles qui stabilisent et qui maintiennent l'articulation, fassent un meilleur travail et que du coup, j'ai moins de chances d'avoir une articulation qui bouge et donc j'ai une articulation plus stable et donc que, à terme, j'ai un risque de blessure qui soit peut-être un peu plus faible. Donc ça, deuxième raison, pour la réduction du risque de blessure, pas prévention, mais réduction du risque de blessure. Et ensuite, la troisième raison, c'est psychologique. On fait un sport de collision, on fait un sport de combat. Et dans un sport de combat, le psychologique est très important. J'ai besoin de développer une mentalité de combattant. Et c'est sûr que si j'arrive et que je suis Hulk à côté d'un tout petit joueur, j'ai cette sensation, ce qui n'est pas forcément vrai, attention, hein, mais j'ai cette sensation quand même de supériorité. C'est très basique, c'est un peu réducteur, mais c'est quand même vrai. Si je sens que je suis puissant, si je sens que je suis lourd, que je suis fort, euh, ça va m'aider à prendre confiance en moi. Et il y a des grands entraîneurs qui ont dit que le sport, c'était 80% dans la tête, 20% le physique. Bon, ben voilà, si je peux améliorer si je peux améliorer un petit peu la tête, voilà, c'est une raison. Donc, si je te résume, moi, l'intérêt, ça serait ça, améliorer mes collisions, donc mes performances, aider à réduire, à réduire le risque de pépins, même si tu peux pas passer à côté, mais bon, voilà, on peut essayer de faire que ça arrive moins fréquemment, que ce soit moins grave, et puis améliorer la confiance en soi et l'état d'esprit des joueurs. Ouais, c'est super intéressant déjà que dès le départ, tu as contextualisé par rapport à ta discipline sportive. Et je pense qu'on peut peut-être que dans d'autres sports, on peut retrouver un peu ces intérêts d'un point de vue réduire le risque de blessure, mais dans une limite un peu comment dire, pas faire autant d'hypertrophie, parce que comme tu l'as dit, avec la première raison, où c'est un sport de collision, du coup, il y a besoin de plus de masse maigre. Mais jusqu'où faire pousser cette hypertrophie musculaire? Comment savoir si on a la bonne dose, je parle vraiment grossièrement, la bonne dose de muscles, ou s'il faut aller chercher encore un peu, comment gérer ce, cette prise de masse? C'est pas simple comme question et c'est pas facile. Bon, je dirais que c'est là où il va y avoir un petit peu ce feeling, ce ressenti, puis cet œil un petit peu comme un maquignon, tu sais, qui choisit ses bêtes, qui choisit les bêtes. C'est de dire, est-ce que tu penses que ce joueur-là, il est en capacité, quand tu le vois, d'augmenter sa masse musculaire? Euh, c'est un vrai jugement. Il y a des calculs qui peuvent être faits. Euh, sinon, voilà, je ne sais pas si c'est toujours très précis, mais encore une fois, dans notre contexte, on se dit, la question avec les coachs, c'est de dire, et avec le joueur, bien sûr, parce qu'il faut qu'il soit acteur et il faut qu'il soit impliqué dans ce projet, c'est de dire, est-ce que toi, tu en sens un besoin? Nous, comme on te voit aujourd'hui, on pense que tu peux gagner un petit peu de masse musculaire, ce qui peut t'aider ce qui peut t'amener du bénéfice pour les trois raisons que j'ai évoquées avant. Euh,
voilà, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça se développe plus et jusqu'à ce que, je parle sans dopage bien sûr, et jusqu'à ce que le temps que tu y consacres n'impute pas ton niveau d'énergie pour ton sport. Je m'explique. Mon niveau d'énergie dans la journée, il est défini, il est de 100. Si mon rugby, dans ma journée, il me prend 60 de mon énergie, il m'enlève 60, il me reste 40. Ces 40 là, je pourrais les attribuer à ma récupération et à mon entraînement, pour développer ma masse musculaire, on va dire. Mais si mon entraînement de ma masse musculaire, pour me faire gagner de la masse musculaire, me prend 60 de mon énergie, ben, je suis en déficit d'énergie ou pour ma récupération ou pour mon rugby. Donc jusqu'à quand on monte le niveau jusqu'à ce que ça ait un impact sur le reste. Si à partir du moment où la fréquence d'entraînement, le volume d'entraînement, la charge d'entraînement amène un impact négatif sur ton activité prioritaire, parce que moi, je n'entraîne pas des bodybuilders, hein, j'entraîne des joueurs de rugby, bah là, il faut s'arrêter. Et là, tu as atteint ton palier, en tout cas en saison. Peut-être que hors saison, le mois que tu as, bah là, ta charge de rugby, elle est quasi nulle. Donc là, tu as peut-être plus d'énergie à y attribuer. Et on en revient un petit peu à une idée comme si tu planifiais avec des blocs, quoi, un fonctionnement différent en saison et hors saison avec des objectifs différents qui doivent toujours être fonction du contexte et se rappeler que j'entraîne des joueurs de rugby. Et quand on est préparateur physique, on entraîne des joueurs dans leur sport, enfin des athlètes de leur sport, et pas des athlètes de préparation physique. Si Ouais, ça répond. je suis d'accord avec toi. Est-ce que si on élargit un peu d'un point de vue plus global au niveau des disciplines sportives, là où on a bien vu que pour le rugby, c'est vraiment quelque chose d'indispensable par rapport aux intérêts que tu as mis en avant, est-ce que tu penses que dans les autres sports, par exemple le foot, le basket, le tennis, est-ce que tu penses qu'avoir une base musculaire, donc hypertrophiée, mais pas trop, mais voilà, il y a vraiment, si on prend deux profils assez minces, on peut voir qu'il y en a un qui est assez maigre et un peu plus volumineux. Est-ce que tu penses que c'est important ou indispensable, je ne sais pas trop quel terme utiliser, d'avoir vraiment une base musculaire? Alors, j'aurais envie de te dire oui. La problématique, elle va être que plus tu augmentes ton poids, plus ton coût au déplacement, il va augmenter. C'est OK. Si ma voiture, elle fait 1 tonne, elle consomme 5 litres au 100. Si je lui fais faire, si elle pèse 1 tonne 2, il y a de fortes chances que la consommation, elle augmente. Si on rajoute, encore une fois, je simplifie volontairement, ça veut dire en excluant un gain en termes de chevaux. Donc, ça veut dire que sur ton athlète, tu exclus un gain de force qui te rendrait plus efficient. Admettons qu'on prenne de la masse maigre et qui n'impacte pas la force, ce qui généralement, normalement, n'arrive pas trop. C'est-à-dire que si tu prends de la masse musculaire, il y a de fortes chances que tu sois plus fort. Et peut-être que tu peux compenser cette prise de masse par une meilleure efficience. Mais on va faire simplifier. Donc, il ne faut pas que ta prise de masse musculaire augmente trop ton coût de déplacement. Imagine un joueur de tennis bodybuildé, j'imagine qu'il aurait du mal à aller faire les. Je ne connais pas du tout ce sport, mais voilà, ce serait difficile pour lui de suivre peut-être la cadence parce que son coût énergétique au déplacement deviendrait trop important. Si tu n'as pas de mec qui arrive à l'arrivée d'un Tour de France en faisant 110 kilos, c'est pas parce que les cyclistes sont satisfaits de leur physique. Bon, pardon, je leur mets un peu une pièce, mais les mecs préféraient être un peu plus en shape, mais c'est parce que ça répond à leur objectif. Enfin, j'en sais rien, je parle alors. Pardon, mais c'est que le physique répond à ce qu'ils ont besoin et ils ont besoin d'un coût, d'un ratio, comment, watt poids de corps qui soit le plus élevé possible. Donc la première notion, c'est ça. Il ne faut pas mettre en péril cet équilibre-là, ce coût énergétique au déplacement. Ensuite, il y a quand même, je pense, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est un concept un peu, des fois, c'est un peu fumeux, mais quand même, il y a une vraie réalité. C'est que si tu es un peu plus musclé, tu as quand même la tendance, on va dire, à peut-être avoir un risque de blessure un petit peu plus réduit. Euh, Surtout si ça s'accompagne d'un gain de force. Ça, par contre, la littérature est assez claire là-dessus. Si tu améliores ta force, généralement, quand même, tu réduis le risque de pépins qui peuvent être associés sur ta pratique.
Jusqu'à quand? Ça, c'est un autre problème. Mais au départ, si tu commences, il y a de fortes chances que ce soit bénéfique. Et puis après, tu as aussi un autre problème, bon, alors que ça n'arrive pas dans les sports que tu m'as donné, mais c'est la notion de catégorie de poids. Je ne peux pas augmenter ma masse musculaire indéfiniment si je dois voilà, rester en dessous de 80 kg, 75 kg. Voilà. Donc, je pense que c'est très contexte dépendant, mais quand même, j'aurais tendance à dire que si tu l'as jamais fait, ça peut t'amener que du positif. Et dans l'idéal, quand même, pas chercher la prise de masse musculaire pour la prise de masse musculaire, mais chercher plutôt des adaptations en termes de performance qui forcément amèneront des adaptations en termes musculaires. Comme je dis tout le temps, c'est un peu bateau, mais c'est rare que tu vois un mec faire 150 au coucher et qu'il soit foutu comme un phasme, quoi. C'est assez rare. Je dis pas que ça n'existe pas là, mais généralement, ça va avec. Donc, cherchez C'est plutôt les 150 que le physique, mais ça sera plus positif, plus bénéfique, pardon, pour un athlète. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est ce que je pense aussi pour avoir une base pour réduire le risque de blessure. Et il y a une autre notion aussi qu'on n'a pas trop parlé encore. Enfin, tu l'as évoqué brièvement. Si on gagne en masse musculaire, généralement, on gagne aussi en force. Est-ce que le fait donc de gagner en force, ça nous permettrait donc d'être plus puissant et donc parce que la puissance, c'est quand même quelque chose c'est un peu le Graal dans plusieurs sports, être puissant, voilà, on gagne en performance. Est-ce que du coup, faire un travail d'hypertrophie musculaire nous aiderait à être plus puissant par la suite? Ça fait beaucoup de raccourcis, mais théoriquement, Oui, ça marche. oui, j'ai Euh, fait beaucoup de raccourcis. on va dire que si tu augmentes ta masse musculaire, il y a de fortes chances que tu augmentes ta force. Si tu augmentes ta force, tu augmentes ta puissance. La puissance, c'est qu'une expression de la force. La puissance, c'est de la force. C'est juste exprimé à haute vitesse. Ça, c'est. Voilà. Si je dois, comment on va dire, imaginons que mon sport, ça soit le judo. Et que moi, je suis dans une catégorie où mes adversaires en face de moi font 80 kilos. Euh, je vais être caricatural, mais mon épaulé, c'est 80 mon épaulé max, c'est 80 kilos. Si demain, je fais 150 à l'épaulé, il y a de fortes chances que quand je sois face à un adversaire qui fait 80 kilos, j'ai plus de facilité à le manipuler, à combattre avec lui. Et ça, tu peux l'extrapoler à tous les mouvements. Euh, Ça, la littérature, elle est quand même OK avec ça. Au départ, tu augmentes ta force, tu es un meilleur athlète. C'est pas plus compliqué que ça. Je donne un exemple souvent qui est un petit peu tiré par les cheveux, mais pour qu'on comprenne bien, toi, de tes 10 ans à tes 16 ans, est-ce que tu as fait du sprint? Est-ce que tu t'es entraîné en athlétisme? Est-ce que tu as fait des entraînements spécifiques en sprint? Non, Non. Est-ce que non. tu courais plus vite à tes 16 ans qu'à tes 10 ans? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On enlève le côté taille. Bah, il y a eu tout ce qui est adolescence. On grandit, ouais, on grandit, De on la prend en masse masse. musculaire. Ouais. Tu as pris de la force. Tu t'es pas entraîné plus spécifiquement à la course, tu cours plus vite. C'est très caricatural, mais c'est vrai. Au départ, juste le fait d'être plus fort euh, va faire que je vais améliorer l'ensemble de mes performances dans tous les sports. Toute la question et toute l'expertise du préparateur physique, je pense, elle est de définir à partir de quel niveau on est suffisamment fort pour performer dans son sport et après de changer ce type d'entraînement et de définir jusqu'à quel niveau, voilà, à partir de ce niveau-là, eh ben, si je veux continuer à augmenter ma force, ça va me coûter trop de temps, trop d'énergie, pareil que ce qu'on disait tout à l'heure pour l'hypertrophie. Et aussi, les gains, ils vont être moins importants par rapport à l'investissement en temps, en énergie et aussi au risque que je peux avoir dans l'entraînement. Et toute la problématique, elle est de définir ça. Et je pense qu'une fois qu'on a défini ça, après, on bascule sur des trucs un petit peu plus complexes,
Mais au départ, il n'y a pas besoin de se prendre beaucoup plus la tête. À mon sens, encore une fois, c'est que ma vision des choses. Au départ, je pense qu'il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Prenez des athlètes novices, rendez-les plus forts. Forcément, si j'entraîne un mec qui fait de la course à pied et que je le rends plus fort sur le développé couché, bon, c'est Hmm. peut-être pas le plus pertinent. Rendez-le plus fort dans des patterns de mouvement qui sont proches quand même de leur sport, mais même sans être spécifique, ça fonctionnera. Donc ouais, prise de masse musculaire, on gagne en force. Euh, j'ai dit ouais, que du coup, on gagne en puissance. Est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce qu'on gagne vraiment en puissance? Ou alors, ce serait intéressant de faire vraiment un travail à haute vitesse, un travail un peu plus neuromusculaire? Tout dépend du contexte, de la résistance et du niveau de force de l'athlète. C'est impossible de te répondre. Au départ, tu deviens plus fort, tu es plus puissant. Je te reprends, je vais prendre un exemple. Mon but du jeu, on est OK que la puissance, c'est de la force par du temps. Mon but du jeu, c'est de déplacer une charge de 100 kg le plus vite possible. Mon max sur cette charge, c'est 100 kg. Bon, c'est compliqué. Je ne vais pas la déplacer beaucoup, très très vite. Maintenant, mon max, c'est 200 kg. Il y a de fortes chances que je la déplace très vite, que je génère beaucoup de puissance. Ma puissance est toujours relative à la résistance à laquelle je vais rencontrer et au temps d'action que j'ai disponible. Ça, c'est l'analyse de ton sport. Ça, c'est la première chose. Donc, au départ, cette relation aussi simple que il faut que je bouge 100 kg le plus vite possible, plus je vais monter mon niveau de force, 120, 150, 160, 170, 200, plus je vais être puissant sur ce 100 kg. Il arrive que passer un certain niveau, ça ne marche plus parce que la différence de vitesse entre les deux entraînements est trop importante. Ça, c'est documenté, que je ne dise pas une bêtise, dans j'ai perdu le nom du livre, Super Training. Il me semble qu'il y a une expérience, mais faudrait regarder. Il y a une expérience où voilà, c'est jusqu'à 50% de la résistance. Il me semble qu'il documente ça sur un truc. Donc, ça voudrait dire que si tu veux, si la résistance que tu rencontres dans ton sport, c'est 100 kilos, tu peux aller jusqu'à 200. Au-delà de 200, ça se transférera un peu moins parce que il y a trop de décalage de vitesse entre les deux. En gros, c'est ça. Je ne suis pas sûr sur les chiffres, je ne l'ai plus en tête exactement, mais il y a une idée comme ça. Donc, à un moment, développer ta force ne suffit plus. Il faut bien sûr aller dans la spécificité de vitesse d'action. Ça, c'est une réalité. Et tout le problème, c'est de définir quand. D'un point de vue planification, est-ce que si on veut travailler à la fois l'hypertrophie et faire un travail avec un peu plus de vitesse, un travail neuromusculaire, explosivité, tout ça, est-ce que tu conseillerais plus de faire d'abord un cycle d'hypertrophie où on fait uniquement de l'hypertrophie musculaire et ensuite, entre guillemets, je dis ça grossièrement, transférer les gains qu'on a eus et faire un travail plus neuromusculaire, ou alors on pourrait faire dans un même cycle, je fais ma prise de masse musculaire et dans la même séance ou dans la même semaine, je fais en parallèle un travail d'explosivité. Est-ce que tu penses que c'est plus intéressant de lier les deux ou de séparer ces deux composantes? Alors attends, redis-moi la question, c'est est-ce que je fais hypertrophie, puis ensuite De force, l'explosivité, explosivité? ouais, on rajoute ce paramètre vitesse, ou alors lier ces deux composantes sur une même séance ou sur un même cycle. C'est vraiment dépendant du contexte. Ça va vraiment être dépendant Ouais, déjà toujours. du niveau de ton athlète. Ça, c'est une réalité. Du sport dans lequel tu travailles. Je vais rajouter un autre truc, c'est la culture dans laquelle tu travailles. Euh, je dis une bêtise, mais admettons quand tu travailles en tennis, les mecs ont toujours fait, j'en sais rien, des lancers de balles rapides. Je dis n'importe quoi. Ils ont toujours fait des lancers de balles rapides. Si tu coupes du jour au lendemain, si tu te coupes de la culture dans laquelle tu arrives, dans laquelle tu travailles, et puis ça c'est nul, tu risques de perdre un peu l'adhésion de tes athlètes aussi. Bon, je suis parti un peu sur le côté, mais c'est un vrai paramètre à prendre en compte. Honnêtement, c'est compliqué de te répondre. Je reviens à la base. Plus mon athlète est débutant, plus je pense que tu peux faire du développement de force
au départ qui sera bénéfique sur tout. Plus mon athlète est expérimenté et a de l'habitude d'entraînement et un niveau athlétique élevé, plus il va falloir ou faire des blocs ou faire, de la ou faire du travail associé, où tu développes les 2 en même temps. Sachant que si tu veux maximiser, la méthode par bloc, visiblement quand même semblerait la meilleure. Moi, je te pose la question parce que moi, j'étais parti, bah, pour contextualiser, c'était dans le tennis. Je m'étais dit que j'allais faire un travail d'abord de plus d'hypertrophie et dans un second temps, faire un travail plus d'explosivité une fois qu'il y aurait eu des gains en force. Et après, je me suis dit qu'en fait, dans le tennis, c'est un sport où on a beaucoup besoin d'explosivité. Et je me suis dit, pourquoi couper ce travail d'explosivité alors que le sportif en a besoin quasiment tous les jours? Donc, du coup, je suis parti plus sur quelque chose où, ok, je fais un travail d'hypertrophie, de renforcement musculaire, mais dans la même séance, parce que j'avais pas énormément de séances, je rajoute quelque chose d'un peu plus neuromusculaire avec de la vitesse d'exécution, quoi, un travail plus d'explosivité. C'est pour ça, comme tu l'as dit, c'est contexte dépendant. Exactement. Alors, si ça t'intéresse, je t'encourage à lire le travail de Louis Simmons, qui lui explique comment il fait travailler tout et comment il planifie le développement de l'ensemble des qualités euh, en même temps, simultanément. Il y a aussi Charlie Francis qui en parle avec la verticale intégration. Euh, il y a plusieurs choses à voir. Il faut se dire que le plus spécifique de l'entraînement le plus spécifique, finalement, c'est ta pratique. Est-ce que si ton gars, il fait 10 heures de tennis dans la semaine, tu n'as pas le droit de l'entraîner quand tu l'entraînes? Pourquoi tu n'aurais pas le droit de lui faire que du développement musculaire si tu penses que c'est mieux pour lui? Tu n'es peut-être pas obligé de rajouter ce développement de puissance et de vitesse qui va amener des stimuli un peu différents dans ta séance si le gars a 10 heures d'entraînement dans sa pratique derrière, parce qu'il aura son stimulus spécifique. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc là, Ouais, tu pourrais peut-être te couper. Là, tu pourrais peut-être te couper un petit peu de la spécificité si tu penses que c'est un facteur de performance. Encore une fois, à chaque fois, l'idée, elle n'est pas de, je pense, hein, c'est mon avis, mais l'idée, elle n'est pas de développer les athlètes pour développer les athlètes. Il faut que ça serve un but. Si tu penses que ça va le rendre meilleur, si lui, il pense que ça va le rendre meilleur, il faut le faire. Faut le faire. Est-ce que tu es obligé de faire les deux en même temps? Je te dis, s'il a un volume tel à côté, et forcément des exercices de puissance, il en a, il va faire ses services, il va faire ses renvois, il va faire la vivacité avec ses. Enfin, voilà. Il a. Tu peux pas être plus spécifique que ça. Donc, des fois, euh, on cherche trop à amener de la spécificité dans la salle ou dans les séquences de préparation physique. Pourquoi s'embêter? Nous, il faut qu'on crée un stress qui crée une adaptation pour rendre un athlète meilleur. Si c'est pour reprendre les mêmes stress que ce qu'il a sur le terrain en moins spécifique, ça n'a pas d'intérêt. Laissons-les faire leur sport. Et nous, ciblons les vrais facteurs de développement, les vrais facteurs qui vont influer la performance. Même si des fois, faudrait, c'est moins sexy. faudrait presque faire un travail complémentaire plutôt qu'un travail spécifique. C'est voir la préparation physique un peu plus comme une PPG. Voilà, je rejoins Fred Marcerou là-dessus. Alors peut-être un peu moins tranché, mais oui, je pense. Ok. Avec tes rugbyman, est-ce que tu as des protocoles d'entraînement que tu recommandes? Est-ce que tu fais des protocoles, on va dire, classiques où tu vas faire 4 séries on va dire, 8 répétitions, comme ça tu fais l'hypertrophie, il y a quand même un peu de force, ou alors tu vas aller chercher des techniques d'intensification avec des drop sets, des rest pause, etc. Un peu de tout. La base, pour moi, alors ça aussi un peu de tout, ça va dépendre de quelle partie du corps on parle et ça dépend aussi de quel poste on parle. Pour faire simple, on entraîne, si on exclut les joueurs de la mêlée, on entraîne le bas du corps un peu, j'entraîne le bas du corps un peu comme des sprinteurs et le haut du corps serait proche un petit peu de lutteurs, voire bodybuilder des fois, parce qu'on a besoin, comme je t'expliquais, de cette armure. Euh, Sur le haut du corps, c'est assez simple. Travail de force, développement de force,
Je dis toujours, je prends un exemple assez bête, mais c'est pareil. Pourquoi tu gagnes si je veux enlever le ballon de mon fils qui a 7 ans et qui s'entraîne plus au rugby que moi, puisqu'il y va 2 fois dans la semaine, pourquoi je lui enlève toujours le ballon quand on joue tous les deux au rugby? Bah, tout simplement parce que je suis plus fort que lui. Donc, si j'améliore ma capacité de force sur mon haut du corps, je vais améliorer, je pense, ma capacité de lutte et mes performances en lutte. Donc, la priorité pour moi, c'est le développement de la force, donc des choses assez simples, quand même un peu proches de la méthodologie Westside. J'ai pas mal de rotations d'exercices, j'aime bien, parce que nous, on s'entraîne toute l'année, ils ont des séances des séances récurrentes toutes les semaines. Donc voilà, un peu de variation, mais en restant quand même proche de mes lifts que j'évalue et que je vais faire progresser. Et puis après, oui, j'agrémente de quelques petites techniques pour le développement. En rugby, on appelle ça régulièrement armure, si tu veux. Ça englobe bien l'idée de ce qu'on veut en faire. Donc des drop sets biomécaniques. J'aime beaucoup les drop sets trichés. Euh, voilà, ouais, j'incorpore pas mal de petits trucs. L'idée, il est d'avoir la séance la plus efficiente possible dans un temps donné qui coûte le moins d'énergie possible pour pouvoir avoir le plus d'énergie sur notre activité et qui en même temps amène du plaisir, de la confiance en soi et un maximum de résultats. Voilà. Mais il faut trouver un juste milieu et faire un bon cocktail. Tu mets tout ça dedans, tu secoues et on essaie de faire un système d'entraînement qui prend un petit peu ça. Sachant que moi, je pense, et je suis un fervent défenseur, que c'est la répétition qui crée le progrès, sauf que la répétition, c'est monotone. Mm. Et donc voilà, il faut trouver un juste milieu entre répéter pour progresser, pas trop répéter non plus pour pas perdre le plaisir d'entraînement. Pas trop répéter non plus pour que les gains, si je parle en termes de musculation, mais ça pourrait être aussi le cas sur d'autres activités, viennent d'une optimisation technique et pas d'une vraie adaptation musculaire. J'entends par là que je te donne un exemple, si je progressais à mon développé couché parce que je suis capable d'améliorer mon pontage et que du coup j'ai progressé parce que ma distance entre mon buste et la barre est réduite, je n'ai pas créé d'adaptation musculaire. Et si je ne crée pas d'adaptation musculaire, ok, j'ai progressé au coucher, mais je ne fais pas un meilleur joueur de rugby. Donc voilà, être sûr que mes adaptations viennent bien d'un développement musculaire et pas d'une adaptation à l'exercice, d'où l'intérêt des variations. Mais en même temps, il faut quand même répéter. Notre métier, il est vraiment à la frontière entre la science, parce qu'il faut s'appuyer dessus, et l'artisanat, et voilà, et il est magnifique pour ça. Ok. Est-ce qu'il y aurait un tempo lors de l'exécution des exercices que tu trouves particulièrement efficace? Je pense particulièrement, est-ce que la phase concentrique, par exemple, pendant un exercice d'hypertrophie musculaire, il faudrait qu'elle soit la plus rapide possible pour avoir tu vois, cette vitesse qui est quand même intéressante dans ton sport. Ou alors tu fais des répétitions, un autre tempo que tu juges plus intéressant à toi de me dire. Ça dépend pourquoi. Sur mes gros mouvements, on va dire qu'en général, je recommande l'accélération compensatoire, c'est-à-dire une phase excentrique contrôlée pour avoir la phase concentrique la plus puissante possible, la plus rapide possible. Euh, ça permet d'avoir des gains de puissance et de force, voire des fois, selon les travaux, d'hypertrophie plus importants. Mais pour être fait, ça demande des conditions de mise en place qui sont particulières. C'est-à-dire qu'il faut être conservateur sur ton nombre de répétitions par rapport à l'intensité. Je te donne un exemple. Admettons qu'on dise la charte classique, 6 reps, tu peux faire 6 reps à 80%. Alors déjà, il faut savoir que c'est variant entre les individus. Mais si, si ton 6RM c'est à 80%, si tu veux faire de l'accélération compensatoire, ça ne va pas marcher. Parce que tu vas être tellement dans la difficulté que tu ne pourras pas accélérer ta barre parce que tu es à ta limite. Donc voilà, ça se programme de la manière un petit peu pensée en amont. Donc soit si tu veux forcément garder ce 6 répétitions, faut baisser un petit peu les intensités prescrites. Soit si tu veux garder cette intensité, tu as plutôt intérêt, moi ce que j'aime bien, c'est réduire le nombre de répétitions demandées et qu'elle puisse être relativement explosive. Donc pour les gros mouvements, j'aurais tendance à préconiser l'accélération compensatoire qui fonctionne bien. Après, sur l'hypertrophie, pure et dure.
Il y a plein de techniques qui existent. Moi, je suis pas fan des tempos. Je sais que Charles Poliquin le préconise énormément. Je suis pas forcément fan des tempos parce que moi, j'y réponds pas et parce que je trouve que j'ai pas mal de joueurs avec qui ça fonctionne pas bien. Parce qu'ils aiment manipuler des charges plutôt lourdes et que quand tu mets du tempo, bah forcément, tu augmentes le sens sous tension et donc tu diminues les charges. Et donc, pour leur psychologie, c'est pas toujours pertinent, mais ça fonctionne. C'est une méthode qu'on peut utiliser. Je parle des tempos excentriques. On peut utiliser des tempos concentriques. Ça marche bien. C'est difficile à coacher quand tu as beaucoup d'athlètes. Les tempos concentriques, parce que c'est peut-être plus dur que les tempos excentriques. J'aime bien le faire sur de la réathlée ou des choses comme ça. Ça fonctionne bien si tu as un bon stress métabolique. Mais donc, clairement, ça dépend du type de stress et de l'effet des adaptations que tu cherches. Mais pour les gros lifts, accélération compensatoire, pour les mouvements normaux, pas plus de tempo que ça. Parce qu'après, quand tu vas chercher un certain volume, tu peux plus accélérer tes barres. C'est pas vrai. C'est pas possible. Donc, voilà un petit peu la fourchette que j'utilise. En pré-saison, dans des cas particuliers, beaucoup de tempo excentrique pour préparer les structures. Je l'utilise le tempo sur la surcharge excentrique, c'est avec des exercices en surcharge excentrique. Ça, oui, mais de manière assez ponctuelle. C'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans mon travail. Et par rapport à l'échec musculaire, est-ce que tu préconises d'aller à l'échec musculaire, de s'arrêter 1 rep, 2 reps, 3 reps avant? Comment tu fais, comment tu abordes ça avec tes sportifs? Alors déjà, il faut parler de sécurité. Ouais, Échec musculaire sur un squat. échec musculaire sur un squat, waouh, c'est chaud. Parce que la première chose qui va lâcher, selon comment tu fais ton squat, c'est pas forcément tes cuisses, mais ça va être plutôt tout ce qui va être on va dire ton dos, mais c'est ta capacité à maintenir un rachis en position neutre qui va s'effondrer avant tes cuisses. Donc l'échec musculaire, il va venir d'ici. Et moi, c'est une zone, j'aime pas bien la mettre en échec musculaire avec des charges lourdes en compression. C'est pas quelque chose qui m'éclate et qui, je pense, peut être bénéfique. Donc, pareil, en gros, tout peut se justifier du moment que c'est cohérent, construit et justifié. Mais si je devais donner des grandes règles, et qui sont des grandes règles, et pareil, hein, à mettre en fonction du contexte, chez moi, je ne mets pas trop d'échecs musculaires sur les gros mouvements. Par contre, vu qu'on a un temps restreint quand même à donner, à adresser à la préparation physique, sur des petits mouvements d'accessoires, ouais, j'aime bien parce que ça permet d'avoir un stress assez important et je pense de donner une bonne adaptation, de développer des bonnes adaptations métaboliques sur les joueurs. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'utilise. D'accord, donc sur les gros mouvements, on va dire un peu plus, techniques, qui sont potentiellement dangereux, tu on va c'est la sécurité avant, parce que comme tu l'as dit, sur un squat, aller à l'échec, c'est comme tu l'as dit, c'est pas forcément les cuisses qui lâchent en premier, mais les plus petits mouvements, plus «isolation» entre guillemets, là, tu pourrais pousser à l'échec et peut-être du coup, là aussi, aller chercher des techniques, Clairement. d'intensification, ça va Ouais, avec. bien sûr. Et après, la prépa, pour moi, si tu as toujours bénéfice-risque. Si tu sors un athlète blessé de ta séance, je dis pas que ça n'arrive pas. Ça arrive, il y a des accidents comme tout le monde, mais tu es en échec. Parce que le but du jeu, c'est que le mec il soit meilleur sur le terrain. Si toi tu le prends, tu le blesses, bon, bah, Mmh. autant qu'il fasse pas de prépa. Parce qu'au moins, il jouait à son sport avant. Tu vois, le meilleur athlète du monde, s'il joue pas, c'est pas le meilleur athlète du monde. Il sert à rien. Donc, tout le problème, la question qu'on doit se poser et que je me pose en permanence, c'est bénéfice-risque. Peut-être qu'il y a des super bénéfices à aller à l'échec sur un squat, sur un développé couché, mais des risques qui sont tellement importants à mes yeux que, bon, voilà, c'est pas forcément bien. Tu vois, ça peut m'arriver d'aller chercher une rep à l'échec sur le couché, si c'est moi qui assure le mec, tu vois, des reps un peu trichés où je vais soulager la face concentrique. Oui, ça, je peux le faire, mais ouais, pas plus que ça. Non. Et par contre, sur les petits muscles, ouais, pas mal de techniques d'intensification. Je te dis, du maillot drop set, biomécanique, parce que c'est plus simple à mettre en place quand tu coaches beaucoup de joueurs. Et drop set triché, j'aime beaucoup parce que, ça va avoir un petit côté transfert sur le terrain qui est
peut-être des fois un peu intéressant. C'est un détail, ça changera pas grand-chose, mais Bon. intellectuellement, j'aime bien. Ok. Est-ce qu'en termes de fréquence, tu préconises d'aller chercher ouais, je vais parler très simplement, mais un muscle 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, et comment tu arrives à gérer cette fréquence vis-à-vis du nombre de séances de prépa physique que tu as et de l'entraînement de différentes qualités physiques? Ça dépend du contexte. Oui, Euh, la, toujours, la je li- le sais bien. la littérature, elle te dit que 2 fois, ça serait. Enfin, il y a une étude qui dit que 2 fois, ça serait la dose pseudo-optimale. Je pense que ça dépend du stress que tu mets. Je pense que plus tu es fort, moins tu as besoin de fréquence. Ou alors, il faut vraiment bien mesurer ce que tu fais, dans le sens où on ne peut pas, on peut pas comparer, par exemple, un gars, j'ai n'importe quoi, qui aurait 200 de max au squat et un mec à 100 kilos. Tu fais faire déjà, sur ton échelle de pourcentage, plus tu montes, moins c'est valable. Donc, plus il faut s'adapter parce que plus c'est faux. Et ensuite, plus le stress créé va être important. Peut-être qu'un gars qui a 100 kilos de max au squat, il peut faire 3 fois 10, 2 fois dans la semaine, je dis n'importe quoi. Le mec a 200, il y a de fortes chances que ça passe pas. Parce que le temps de récupération, même s'il a développé des structures qui sont normalement en adéquation, mais le temps de récupération n'est pas le même. Il y a autre chose, le temps d'échauffement, il n'est pas le même. Donc le temps imparti dans la séquence, il n'est pas le même. Si tu as 1 heure pour entraîner un mec, celui qui a 200 kilos, celui qui a 100 kilos, ben, celui qui a 200 kilos va faire moins de travail parce qu'il a plus de temps déjà juste pour s'échauffer. Je me suis perdu, du coup on parlait de la fréquence d'entraînement. Donc moi j'aime bien, il y a pas mal de modèles de travail, tu as pas mal de systèmes de programmation qui peuvent être différents. Dans le mien, j'aime bien avoir une séquence membre-inf la veille de mon jour off qui soit dédiée exclusivement à mon membre-inf et qui me permette que mes joueurs viennent, n'aient que ça à penser. Ils ont évacué leur rugby avant et le lendemain ils sont en repos. Ce qui fait qu'il n'y a pas de gestion et ils peuvent faire une séquence membre-inf qui est très pertinente et s'envoyer et avoir voilà, et faire quelque chose de correct. Donc pour cette raison-là, je favorise ce fonctionnement-là. Je favorise un fonctionnement à match plus 2 jours après le match, on fait une séquence de membres supérieurs. À match plus 3, une séquence de membres inférieurs. Et après, j'ai une séquence full body à match moins 2 qui revient et qui est un peu plus axé en puissance. On pourrait faire du full body tout le temps. En fait, ça s'entraîne. Si tu entraînes dès le début tes joueurs à faire du full body tout le temps, ils vont très bien y répondre. Moi, j'aime bien j'aime bien ce fonctionnement-là parce que ça me permet d'avoir vraiment une séquence membre avec un vrai stress où j'ai pas de crainte et où mes gars sont pas dans la gestion. Ok, tes joueurs, ils apprécient les séances de prépa physique, ils aiment bien se donner à fond, parce qu'on sait que certains joueurs, des fois, alors moi, je connais pas spécifiquement les rugbyman, mais il y en a des fois, les séances de physique, c'est pas trop leur kiff. Toi, tes joueurs, ils apprécient vraiment ce travail, ce goût de l'effort pour les séances de physique? Ben, 40 joueurs, ça représente 40 personnes différentes, tu vois, c'est un échantillon de la population, donc tu as tout, tu retrouves de tout. Euh, Bien sûr que tu as des mecs que ça embête, je pense. Euh, L'idée pour moi, il est qu'ils y voient un intérêt. Et je pense que s'ils y voient pas d'intérêt déjà, bon, bah c'est normal. Si tu vas pas aller faire quelque chose si tu vois pas d'intérêt. Surtout si ça te crée de la fatigue. Donc, tu vois, si le mec il pense que c'est plus créateur de fatigue que positif sur son jeu, soit toi, tu n'as pas été bon dans ta communication, toi, tu n'es pas bon dans tes contenus. Euh, voilà, il faut casser un peu ces croyances-là. Mais ouais, un mec ne va pas faire un truc s'il ne voit pas un intérêt. Euh, a quand même la chance d'avoir cette culture dans le rugby où c'est quand même important, si tu veux, de par parce qu'on fait un sport de combat, quoi, tout simplement. Et donc, comme je disais tout à l'heure, plus simplement, plus tu es fort, plus tu as quand même de chances de bien t'en sortir. Voilà. Euh, je ne peux pas parler au nom de tous mes joueurs. Je pense que ça dépend aussi des fois. Des fois, tu es fatigué.
pas envie, c'est hyper variable. J'essaye d'être, j'ai pas un management, en tout cas par la peur, ça me correspond pas. C'est-à-dire que je vais pas sanctionner. Je trouve que c'est mieux d'essayer d'être inspirant et que les mecs fassent les choses parce qu'ils croient dans ce que je leur propose. C'est plus ma vision des choses. Et du coup, je suis assez à l'échange, ouais, je suis assez à l'écoute, pardon, et en échange avec eux. Et j'ai pas de souci à amener beaucoup de variations sur les séquences. Je mets un gros holà à ça. Plus tu montes en âge et en expérience, plus je suis à même d'amener de la variation et de m'adapter. Plus tu es jeune, moins je vais, moins je vais être à l'écoute et parce que voilà, ouais, t'as pas la même, tu te connais pas, donc tu ne peux pas avoir un avis sur autant qu'un mec qui a 10-15 ans de professionnalisme, qui a vu 10-15 prépas différents, qui lui ont tous dit que leur méthode c'était la meilleure et ainsi de suite. Donc voilà, tu vois, moi si j'ai des joueurs qui ont 34, 35 ans, mais qu'ils ont un passif, ça marchait bien avec telle prépa, ça marchait bien. C'est trop bien, et ben on garde. Si je vois pas d'intérêt négatif, on garde. Et en plus, moi, souvent, je vois des choses, tu vois, qui me paraissent super pertinentes, j'aime bien, que je pourrais inclure dans mon système. Par contre, le jeune joueur, bah, un peu moins à l'écoute parce que bah, vit le système, pousse-le à fond, regarde ce que ça donne en termes de résultats, et une fois que tu l'as vécu, amène un esprit critique dessus, pourquoi pas. Mais d'abord, va au bout du système. Donc voilà, pour répondre un petit peu à ta question, je pense que ça dépend chaque Ça dépend. journée. Tu as parlé un peu de variation et je voulais aller sur cet aspect. Pour, juste pour contextualiser, on va pas prendre le jeune public où ils doivent apprendre les mouvements de musculation, mais pour un public plus expérimenté, toujours dans une optique d'hypertrophie musculaire. Est-ce que tu conseilles, enfin, je pense qu'il y a plusieurs manières de faire, et j'ai entendu plusieurs prépas dire qu'ils gardaient les mêmes exercices et qui, sur plusieurs semaines, font faire les mêmes exercices aux sportifs, et d'autres qui sont plus dans la variation et qui vont chercher différents exercices. Est-ce que toi, tu as une préférence pour l'un ou pour l'autre? Je pense que ça dépend du niveau de l'athlète. Faut repartir toujours à la base. Ce qu'on veut, c'est créer un stress et que ce stress développe des adaptations. Si je te mets sur un nouveau mouvement, la première fois que tu vas le faire, il y a peu de chances, je simplifie, mais que ton stress il soit musculaire, il soit important. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas te focaliser sur la coordination, tu vas apprendre à le faire. Donc, si tu es dans l'apprentissage, tu surcharges pas suffisamment pour avoir une adaptation. Donc, si la semaine d'après, tu as fait une fois le mouvement, la semaine d'après, je te le change, je t'en mets encore un nouveau, ben, en fait, ce que tu fais de l'apprentissage moteur. Tu apprends à développer des nouvelles coordinations, ce qui peut être super pertinent. Mais j'ai pas ce stress d'adaptation musculaire, métabolique, tu vois, il va me manquer ça. Donc il faut trouver, je pense, un juste milieu entre les 2. C'est que si je répète pas suffisamment, je maîtrise pas assez le mouvement et du coup, je peux pas générer suffisamment de contraintes qui vont développer des vraies adaptations. Mais si je maîtrise trop le mouvement trop longtemps, je vais baisser l'adaptation de mon corps. Donc il faut trouver le juste milieu entre répéter et être capable de créer des adaptations et des stress qui soient pertinents et pas maîtriser trop longtemps la même chose parce que sinon on baisse la réponse de notre corps. Vous avez 4 heures. Hmm. Je peux, je peux te dire ce que moi, ce que je fais sur mon membre supérieur, par exemple, j'utilise chaque semaine sur les gros exercices, sur mon gros exercice. Au rugby, on a une passion pour le développé couché. Donc c'est mon exercice de poussée de base, et je prends cet exemple-là parce qu'il va parler à tout le monde. Chaque semaine, j'utilise une variation différente du développé couché, mais proche, hein. Donc on fait du développé couché normal, on fait du développé incliné, on fait du développé au sol, prise serrée. On peut faire du développé halter et ces variations, elles vont tourner en fait et hop, je vais revenir sur mon couché et puis je vais tourner, je vais tourner. Donc on a pas mal de variations, mais qui tournent toujours autour du même mouvement et qui vont surtout être redondantes. Donc, je vais avoir de la maîtrise dans mes variations aussi. Parce que plus ton athlète est expert, un mec qui a fait 10 ans de développé couché, tu lui mets l'incliné, il s'en sort.
Un mec qui a 6 mois de développé couché, tu lui mets de l'incliné, c'est compliqué. Un mec qui a 10 ans de développé couché, tu lui mets du développé couché avec bande, prise serrée, waouh, ça va bien se passer. Le débutant, ça va pas bien se passer, ça va changer son trajet de barre, tout ça. Donc c'est toujours des fonctions de ton niveau d'athlète. Et après, ça c'est pour mes gros mouvements. Pour mes mouvements accessoires, donc ce qu'on disait, tout ce qui va être armure, vu que j'ai quand même une notion et un besoin de stress en hypertrophie, on va le répéter sur 3 semaines à peu près. Et au bout de 3 semaines, je vais switcher. Voilà, c'est un format que j'aime bien. Parce que je trouve qu'en 3 semaines, la première semaine, tu découvres. La deuxième semaine, tu es dans l'adaptation. La troisième semaine, tu performes. Et voilà. Et comme ça, hop, je te bascule sur un nouveau mouvement. Et du coup, ça maintient mes mecs toujours dans une progression. Et ça, j'aime bien parce que là, ça fait du bien. Peut-être qu'on pourrait prolonger un peu plus loin, tu vois. Il y a les grands entraîneurs qui disent, et ils ont tout à fait raison, ils disent on maintient un mouvement jusqu'à ce que, tu sais, on dit que des fois, tu pourras avoir une progression de plus de points, entre 1 point et 2,5% par semaine. Euh, Attention, si vous utilisez des charges de 15 kilos, ça fait des augmentations qu'on ne peut pas avoir en termes d'haltère, par exemple. Mais on pourrait l'avoir sur des reps. Mais voilà, d'arrêter d'amener de la variation quand tu arrêtes de progresser. Quand tu entraînes des. Moi, mon parti pris, c'est de dire que j'aimerais bien arrêter de varier avant que j'arrête de progresser. Tu vois, comme ça, je suis toujours dans la progression. Tu découvres, voilà, 1 semaine, 2 semaines, boum, on change. Et par contre, ce que je fais, c'est que j'utilise ces rotations-là sont redondantes dans ma saison. Donc, tu vas revenir à ton premier exercice dans la saison et tu vas pouvoir revalider tes progressions. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est vachement intéressant ce switch-là que tu fais de semaine en semaine. Et tu as parlé aussi du coup des variations sur le développé couché. Là, tu avais pris l'exemple, tu es sur le même pattern de mouvement, mais avec des variantes différentes. Et moi, c'est une réelle question que je me pose. Est-ce que enfin, quel choix faire entre je garde le même exercice et sur plusieurs semaines, je le garde et je vais appliquer une surcharge progressive, je vais essayer de monter en charge, en répétition, etc. Ou alors changer de variante, etc. Et j'ai l'impression que les deux Les deux, semblent efficaces. Mais je me dis aussi que ça peut être peut-être intéressant en fonction des préférences de l'athlète. Si un athlète aime bien, entre guillemets, la routine, un autre aime bien la variation. Et voilà, donc je pense qu'il faut communiquer avec l'athlète aussi par rapport à ses ressentis, à ce qu'il aime bien faire. Je pense que ça peut nous aider à faire nos choix. et je suis totalement d'accord avec toi. Et tu vas avoir les deux profils. Et ces deux profils-là, ils peuvent évoluer en plus en fonction. Donc, des fois, le mec, il va avoir des moments où il aime bien voilà, masteriser un exercice. Et puis après, ça va le gaver, il va vouloir changer tout le temps. La problématique, elle est quand tu entraînes un groupe. Euh, Tu vois, ça, le degré d'individualisation-là, il est super et il est difficile à avoir quand tu entraînes 40 athlètes, quand t'entraînes 40 athlètes. Après, ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout a le défaut de ses qualités. C'est toujours un truc. C'est-à-dire que, c'est ce que je t'expliquais, les deux s'entendent. Tu vas maîtriser ton développé couché à la perfection, créer des adaptations, appliquer ta surcharge progressive. Mais à un moment, tu vas peut-être devenir trop efficient. Et l'efficience, autant en termes de déplacement, elle est intéressante, autant dans un exercice de musculation pour de la préparation physique, elle n'est pas bonne. Parce que qui dit efficient, dit moins de stress. Et du coup, moins d'adaptation. L'idée, moi, j'essaye d'avoir un mix entre les deux. Donc, une progression, une surcharge progressive, qui est, on peut te dire ce qu'on veut, mais c'est le seul moyen de s'améliorer, associé à une variation. Et si tu le construis correctement, ça donne des choses pas trop mal. Des variations qui doivent être pertinentes. Soit elles ciblent vraiment un point faible. Admettons, tu as identifié que le point faible de ton athlète, c'était ses triceps. Bon, bah voilà, toutes tes variations autour de ton développé couché, elles tournent pour essayer de cibler ton triceps. Soit tu fais, vu que moi j'ai 40 gars, c'est difficile d'être aussi précis. Chaque variation va cibler un potentiel point faible et renforcer mon mouvement de base au départ. Ok. C'est un peu plus général.
Ouais. Avant de passer sur les questions de fin du podcast, j'ai noté trois phrases en lien avec l'hypertrophie musculaire et la musculation qui sont plutôt à mon sens, hein, des idées reçues ou qui méritent d'être nuancées. Je vais te les dire et je vais te demander ton avis sur ces petites phrases. Peut-être que ça fait rigoler certains parce qu'il y a des phrases, on sait que c'est pas vrai, dont la première qui est la musculation empêche ou ralentit la croissance. Est-ce que ça pourrait peut-être freiner certaines personnes qui commencent à s'intéresser à tout ça et qui ont peur, ou alors des parents ou des entraîneurs qui sont pas à jour. Qu'est-ce que tu en penses de cette première phrase? Moi, je vais pas parler parce que je fais 1,79 m et j'ai commencé à 15 ans, donc je suis pas un bon exemple. Mais j'envoie tout le monde écouter. Je crois que c'est Didier Reis qui en parle. Il a fait je sais pas combien de podcasts où il démonte tout ça. Il le fait de manière, il est très drôle en plus et ultra pertinente. Avec un bagage scientifique comme ça dessus. Donc voilà, pour les parents qui sont inquiets, allez écouter Didier Reis et vous serez rassurés. Voilà, mais du coup, pour la faire courte, non, ça n'empêche pas la croissance et il faut pas que ça stoppe tant que c'est bien fait. C'est ce que j'allais dire. Prenez un gamin de 6 ans et foutez-lui une barre de 100 kilos sur le dos. Je suis pas sûr que vous en fassiez un bon adulte. Je pense qu'on peut toujours trouver voilà, il faut toujours amener un peu de nuance dans tout. Mais normalement, ça devrait pas forcément nous venir à l'idée. Mais bon, voilà, attention quand même. La deuxième phrase, c'est la musculation va me rendre trop lourd et je vais devenir plus lent sur le terrain. Au départ, non. Si tu abuses, oui. Donc partiellement vrai. Ouais, c'est ça, même il y en a ceux qui pensent ça en général, moi j'ai presque envie de leur dire, avant d'être lourd, il y a quand même énormément de travail. Et si c'était aussi facile, bah, je pense qu'on serait tous Schwarzenegger. Et c'est exactement ce que j'allais dire, tu vois, c'est la phrase du ouais, mais attends, moi je veux y aller doucement parce que je veux pas ressembler à Schwarzenegger. Voilà, c'est la même chose. La dernière phrase, c'est que la musculation va me rendre trop raide et trop tendu, entre guillemets. Et il y a une étude qui a montré que c'était aussi efficace que le stretching pour améliorer la mobilité. Donc voilà, tant que vous pratiquez des amplitudes complètes, pas forcément de risque. Il faudrait faire des Et étirements plus, tu penses? honnêtement, je suis pas si tu travailles sur des amplitudes qu'on a définies, qu'on appelle complètes, non, je pense qu'il n'y en a pas forcément besoin pour garder une mobilité, on va dire, normale. Tout dépend de ce qu'on appelle une mobilité normale. Et là, là aussi, on peut discuter. Mais non, pas forcément besoin. À mon sens, pas forcément besoin de plus que ça. Ok. Finalement, ces trois petites phrases que j'ai notées sont quand même des, des idées reçues. Il faudrait pas que ça freine les pratiquants qui voudraient commencer la musculation. Non, après, je pense qu'aujourd'hui, quand même, ça s'est démocratisé. Tu vois, Ouais. moi, j'ai 35 ans, j'ai mis les pieds dans la salle entre ma cinquième et ma quatrième. Ah, à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde. C'était pas. Aujourd'hui, tu allumes les réseaux sociaux, il y a de la muscu partout, que ce soit les garçons, les filles. Le fitness, le fitness a une part de marché qui est énorme, donc je pense qu'on a moins besoin enfin, je pense qu'il y a moins d'idées reçues quand même. Ouais, après, je pense que nous, on a un pied dans le monde sportif, Peut-être. donc on voit. Mais je sais que moi, il y a pas si longtemps, il y avait encore le, un membre de la famille d'un sportif là, qui me disait qu'il voulait pas que le sportif soulève des barres avant ses 18 ans. Et du coup, tu lui expliques, il commence à comprendre, mais les gens qui font pas partie encore de trop du monde sportif, ils ont tendance à pas être à jour, quoi. Selon toi, qu'est-ce qu'un bon préparateur physique? C'est rigolo parce que on a eu le même débat sur la plateforme Coaching Club il y a pas longtemps. Selon moi, c'est quelqu'un qui est passionné, parce que tu ne peux pas faire ce métier si tu es pas passionné.
tout simplement pour la bonne raison que tu as besoin d'apprendre des choses tout le temps, heu et que ça s'arrête jamais. Puisque vu qu'on travaille avec un matériel vivant qui est le corps, heu, c'est tellement vaste, les champs sont tellement vastes. Heu, Si tu ajoutes à ça un peu le côté psychologique, alors là, tu en as pour 20 vies, et tu feras pas le tour. Donc tu as besoin d'être passionné parce qu'il y a tout le temps besoin de travailler. Tu as besoin, alors dans le rugby, tu as besoin d'aimer les gens quand même, parce que, te trimballer avec 40 bonhommes, chargés de testostérone, H24, si tu aimes pas un peu la camaraderie et voilà et passer du temps avec les gens, c'est compliqué. Et je pense qu'il faut être un minimum altruiste, parce qu'il faut aimer prendre soin des tu vois? Je prends soin de mes loulous, j'essaie de prendre soin de mes loulous au quotidien, mes 2 loulous qui sont à la maison et mes 40 loulous, qui font 1,90 m, 120 kilogrammes qui sont au club. Donc voilà, passionné, altruiste et ouais et aimer passer du temps avec les gens, je pense. Est-ce que tu aurais, une expérience ou une anecdote à nous partager que tu as vécue, au cours de ces dernières années en préparation physique? Expérience où tu aurais pu, en tirer une leçon ou quelque chose de positif? Comme ça, tirer quelque chose de positif. Ouais, il faut toujours croire en je dirais qu'il faut toujours croire en soi, qu'il faut toujours travailler et qu'il faut toujours je dis tout le temps à mes joueurs: «Il faut que vous mettiez de l'énergie sur les choses que vous pouvez contrôler». Donc qu'est-ce que tu peux contrôler? Bah, ton attitude, le fait d'être à l'heure, ta récupération avec tout ce que ça englobe, ton sommeil, ta nutrition, ton état d'esprit à l'entraînement, ton entraînement et ça, je l'illustre toujours avec un truc où, j'avais un joueur, qui pourtant était plutôt doué, qui fait pas un match une saison. Il joue pas. Ça matche pas avec l'entraîneur. Des fois, tu sais, c'est comme ça matche pas dans le système de jeu ou même avec l'entraîneur et puis ce mec-là, il est irréprochable. Il est irréprochable et il travaille et il travaille et il dit rien et il job et et on joue une demi-finale d'accession et le mec à son poste se blesse et c'est ce mec-là qui rentre et il fait un match de l'espace et on gagne, la demi-finale d'accession et voilà. Mais c'est, tu vois, de jamais rien lâcher et de continuer à maîtriser et à maîtriser ce que tu peux maîtriser et ouais et que la ouais, voilà, la constance bat tout. Le travail paye. Alors c'est un peu Disney parce que c'est arrivé une fois, tu vois, pour, X exemples, mais ça peut arriver et si ce jour-là, tu as tout envoyé bouler dans ta tête avant, bah, tu passes à côté d'un bon truc et c'est dommage et puis quand tu as décidé que ce soit ton métier, d'être sportif de haut niveau, d'être sportif professionnel, parce que de haut niveau, tu le décides pas, mais professionnel, tu le décides, hem, bah, mets les choses en place. Alors, on va pas se mentir, on n'est pas des robots, il y a voilà, mais heu, mais essaye de mettre les choses en place de manière cohérente, quoi et constante. Et constante. Je te laisse le mot de la fin pour conclure le podcast. Un dernier mot, quelque chose que tu voudrais rajouter, un conseil, ce que tu veux. Waouh, c'est pas facile ça, mais bah, ouais, comme ça, mais je dirais ouais, je reprendrai tout ce que je viens de dire, quoi. Investissez votre énergie dans les choses que vous pouvez contrôler et si vous pouvez y prendre du plaisir en plus, il y a de fortes chances que ce soit plus simple. Donc voilà. Trouvez ce qui OK. vous fait plaisir et investissez-y de l'énergie. Romain, merci beaucoup pour cet échange, tout ce que tu as pu apporter sur ce podcast est très enrichissant. J'espère que les auditeurs ont apprécié, ont appris des choses. Voilà, tu as apporté ta vision. Je pense qu'il ne faut pas prendre, tout au pied de la lettre. On a bien vu que c'était très contexte, dépendant, mais je pense qu'on peut essayer d'aller tirer quelques petites billes par-ci par-là. Donc, merci pour cet échange. Merci, merci beaucoup, merci de m'avoir invité en tout cas. Si les auditeurs veulent, retrouver un peu ce que tu fais, est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux, une plateforme ou Ouais, sur, j'essaye d'être, un peu actif sur mon Instagram, Romain Guérin Pro, je crois que c'est. Et puis après, je travaille sur la plateforme Coaching Club, qui est une plateforme, dédiée aux entraîneurs.
coach, préparateur physique, qui est créé par Fred Marcerou et qui regroupe pas mal de professionnels du métier, où on publie des articles, où on échange, où il y a des programmes d'entraînement, il y a pas mal de trucs. Moi, j'y anime un mentorship pour des athlètes, voilà, que je suis sur une année, où on voit, en plus de l'entraînement, on parle de pas mal de choses holistiques, avec pas mal de challenges, juste comme ça. Et voilà, vous pouvez me retrouver là-dessus, principalement. Ok, eh ben, je mettrai les liens en description du podcast pour les personnes qui souhaitent retrouver ça. Et sur ce, je te remercie une deuxième fois et au revoir à tout le monde. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.